Monsieur Chevet, donc, vos noms, prénoms? Stéphane Chevet. Vous êtes le fils de l'éclairagiste? De l'éclair... Ah ben oui, c'est ça. Les lampes de chevet. C'est ça, exactement. Je vais essayer de garder la lumière. Et donc vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, rien que ma vérité. Ça commence bien. Vous êtes donc... Alors moi j'emploie le terme, hein, le patron de la fédération 3C. Ex, pareil. Oui, pareil. Ex. Vous êtes plus? Non, non, je suis plus. Vous avez été viré? Mais non, moi j'ai démissionné. Et moi aussi, hein. Mon Dieu. Ah merde. Ça va, hein. Mais attends, Bon. c'est des fichiers, hein. Bon, 3C, ça voulait dire quoi? Alors Il y ça avait- veut toujours dire Oui, conseil, il y avait communication, conseil, culture. communication et le troisième C? Culture. Culture. Bien. Voilà. Vous n'êtes pas au salon de l'agriculture. Non, Non. non, non. Euh, Je laisse ça à d'autres. mais vous êtes toujours... Je suis toujours à la CFDT et toujours dans cette fédération. et toujours à la poste. Et toujours à la Poste. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner... Alors, vous êtes un récidiviste, hein, vous connaissez... Oui. Vous êtes déjà venu à notre tribunal, Oui, je suis désolé. puisque je me souviens que des personnes dans la salle réclamaient que vous changiez de fédération pour pouvoir être un correspondant légitime, hein, à leur contact. Enfin, vous aviez fait un buzz, quoi, ce jour-là. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais à vous voir en tant que DRH aujourd'hui, mais Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. J'aimerais connaître, moi, votre sentiment sur le dialogue social aujourd'hui. Et comme vous terminez notre audition, Oui. Est-ce que vous tirez profit de tout ce que vous avez entendu depuis le début? Tout à fait. Mais comme je suis un syndicaliste, j'ai préparé ma déclaration préalable et donc je ne peux pas la modifier. Non, mais oui, évidemment. Finalement, en fait, on pourrait imaginer, suite à ce qu'on a entendu et suite à ce que l'on entend aussi dans la presse régulièrement, on pourrait imaginer que notre culture du dialogue social repose sur une forme de logique d'arbitrage entre deux intérêts opposés, avec comme objectif une somme nulle, voilà, le statu quo ou pas. Et avec cette idée-là, on peut, on le voit, hein, voter une réforme, signer des accords, mais en tout cas, a priori, pas créer les conditions du succès. J'ai la conviction, au contraire, que en intégrant les contraintes de l'autre, et vous avez été nombreux à le dire, et en recherchant ensemble des solutions, on pourrait dire innovantes, pour tenter de maximiser le bénéfice collectif, pour parvenir à satisfaire tout le monde et chacun. Bon, pour cela, il faut quand même deux petites choses et deux ruptures avec des schémas traditionnels qui ont été décrits par les précédentes personnes qui sont intervenues. Tout d'abord, la façon d'aborder le travail, qui est trop souvent associée comme une contrainte, voire une souffrance. Cette vision conduit à un débat purement quantitatif entre l'employeur qui cherche à augmenter le temps de travail ou à diminuer le salaire, et les salariés qui aspirent à le réduire, le temps de travail. Alors, il est possible de poser la question différemment et finalement de s'interroger sur l'organisation du travail qui peut engendrer la plus grande source d'épanouissement personnel et professionnel. Lorsque on pose la question ainsi, la réponse est évidemment pas de travailler moins, mais de travailler mieux. Alors, vous l'avez signalé, Monsieur le Président, c'est tout le débat que nous avions eu lors d'un autre procès, qui était le procès de la qualité de vie au travail. Nous savons que notre satisfaction au travail est d'abord liée au sentiment de contribuer par ses actions à quelque chose de plus grand que soi, et à la reconnaissance que l'on en reçoit. Finalement, c'est à cela qu'est utile le dialogue social. Le juste équilibre de toutes les contraintes. Mais le dialogue social, je dirais, il fait ce qu'il peut, il se nourrit de ce qu'on lui donne,
et parfois on lui donne peu. La seconde rupture concerne la méthode. Alors là, je vais mettre un peu de orange dans la salle. Co-construire chaque étape du projet. Évidemment en lien avec les organisations syndicales, ça vous l'avez compris. Partie prenante d'une démarche définie collectivement, visant à faire converger plusieurs points, les attentes des clients, les aspirations des collaborateurs et évidemment les besoins de l'entreprise. Cette rupture, cette deuxième rupture, nécessite d'avoir des acteurs qui se respectent, qui se font confiance. Le dialogue social, c'est un jeu à deux, entreprise et organisation syndicale. Et même s'il arrive, c'est vrai que tous les joueurs ne soient pas forcément des flèches, il faut préserver quand même les équilibres et pas seulement les apparences. Bon, ok, le dialogue social, c'est une mayonnaise difficile à faire monter. Et en même temps, l'expression favorite du locataire de l'Élysée, qui n'est pas, lui, tombé dans le chaudron magique de la relation sociale, ça, on l'a vu tout à l'heure. En même temps, donc, s'il n'y avait pas tous ces acteurs, en fait, nous, là, tous ce soir, eh bien, les entreprises seraient en panne. Alors oui, c'est vrai, parfois, pas si souvent, mais parfois quand même, nous sommes des acteurs. D'ailleurs, on pourrait se demander à quand une cérémonie des Dials d'or, à ne pas confondre avec les Hôtes d'or, même si parfois c'est un peu chaud. Ouais, alors ça, quand je l'ai écrit, je me suis dit que je n'allais pas le faire. Ben si. C'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Bien. Dans une économie qui se transforme à une vitesse inédite, l'impératif d'adaptation des entreprises est plus vital que jamais. Tous, salariés, organisations syndicales, dirigeants, nous sommes conscients de cette réalité. Le dialogue social, c'est une science subtile qui nécessite, comme finalement cela est le cas dans la diplomatie, de chercher à construire non pas l'un contre l'autre, mais ensemble. La recherche d'un compromis qui laisse à chacun des acteurs la possibilité de se placer dans un rapport gagnant-gagnant. Alors, il est sans doute nécessaire, pour parler un peu de demain, de sortir des rôles et des schémas préconçus et de s'engager pour créer un nouvel état d'esprit, de nouvelles conditions de dialogue dans l'entreprise. Le dialogue social, Monsieur le Président, n'est pas l'accusé, c'est la victime. En effet, le dialogue social s'appuie sur des élus. Or, en juger par la grande majorité des accords CSE qui sont signés, évidemment pas dans vos entreprises, hein, mais dans les entreprises pas bien, etc., on voit que les élus sont de moins en moins nombreux, moins en moins disponibles, de moins en moins efficaces. En allant chercher dans le moins-disant social et économique une sorte de voie de salut pour l'entreprise, pas les vôtres, ce sont finalement un grand nombre d'acteurs en moins qui ne pourront plus faire vivre le dialogue social. De plus, les élus qui restent deviennent des experts qui n'ont absolument plus du tout le temps d'être dans le rapport humain, de relayer, par exemple, les questions liées à la transformation. Et pourquoi pas d'alerter sur les crises qui peuvent émerger de ces transformations. D'autres que moi l'ont dit, mais c'est en fait comme l'histoire des Gilets jaunes. Sans les relais nécessaires, il n'y a plus de lien sensoriel. Alors au final, toute l'entreprise se retrouve handicapée. Il y a évidemment des sources d'enthousiasme quand même, hein, tout va bien, parce qu'avec l'émergence d'Internet, le citoyen, donc
le collaborateur, veut participer de plus en plus aux décisions qui le concernent. Ça tombe bien. Il veut du sens. Hein. Il veut que sa voix compte. Alors les intellectuels, dont je ne fais pas forcément partie, appellent ça la démocratie liquide. Alors moi, j'ai rien compris. Je suis allé voir ce que c'était que la définition de la démocratie liquide. Alors finalement, au terme très abscon de démocratie liquide, ça s'appelle finalement de la démocratie partagée. C'est plus simple. Et en tout cas, cette forme de démocratie partagée, c'est le sens du syndicalisme et du dialogue social de proximité. Ça tombe bien, vous avez l'outil. Le syndicalisme, c'est donc l'outil le plus moderne à la disposition de l'entreprise. Entreprise qui n'est pas tout à fait une démocratie, hein, je l'admets évidemment, mais qui doit se transformer évidemment pour permettre l'émergence de l'expression de sa première richesse, le capital humain. Il vous reste 2 minutes. Tout à fait. Le dialogue social meurt. S'il meurt, c'est la démocratie finalement sociale que l'on enterre. Alors, Monsieur le Président, je ne vais pas être plus long et bien évidemment, je vais conclure. Je voudrais appeler à la barre, oui, moi aussi. J'avais envie de le faire. Depuis tout petit, je rêve d'être président. Et donc, ce soir, je le fais. Je voudrais appeler à la barre, donc, Hannah Arendt. En effet, cet intellectuel avait avancé l'idée d'une transformation profonde de la société d'après-révolution industrielle. En gros, du passage de la société de classe à la société de masse. Avec la révolution digitale et numérique que nous vivons, finalement, la logique de société de masse laisse le pas à une logique d'identification des talents. Et je vais conclure. C'est tout le défi des entreprises de demain. Nous rentrons avec la fin de la génération des baby-boomers, il y en a quelques-uns là, dans une guerre des talents, et ça à tous les niveaux, du chauffeur à l'ingénieur. Pour nous, ce soir, finalement, l'enjeu, il est important. Si on veut sauver l'entreprise, nous devons sauver le dialogue social, qui est le seul outil qui nous permettra de donner l'envie à vos futurs collaborateurs de rester dans vos entreprises. Cette guerre des talents qui s'ouvre, c'est un changement total de gestion managériale et c'est un changement total de méthode. Beaucoup pensaient que la disruption des entreprises signifiait uniquement le changement de paradigme de la relation client, mais en fait, c'est une révolution complète dans l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, le dialogue social signifie un jeu à deux, organisation syndicale et entreprise, et donc les organisations syndicales auront, elles aussi, à opérer leur transformation profonde, c'est-à-dire, allez, lançons un néologisme, la syndisruption. C'est changer le mode de fonctionnement, être plus agile, plus en phase avec les attentes des salariés, mais aussi des autres acteurs dans l'entreprise, les slashers, les freelances, etc. Bref, Monsieur le Président, je conclus, Madame, tout le monde se planque derrière le dialogue social, lui attribuant tous les maux. Mais si nous opérions à 360 degrés, nous nous rendrions compte que le problème, c'est pas l'outil, c'est ceux qui s'en servent mal. Merci. Pas de questions ? Monsieur Chevet, juste une petite remarque. Oui. Et je vous garantis que c'est vrai. Oui, il est facile à lire, c'est ça? Non, je l'ai trouvé sur ma chaise en arrivant. Oh. C'est vous? Incroyable, pas du tout. C'est le livre de Laurent Berger. Merci beaucoup. De rien. Et j'ai des bulletins d'adhésion dans mon sac.